curé de Corps déclare « Dieu a pris les deux enfants de la Salette dans leur innocence et s'en est servi, mais leur mission est terminée. Celle de l'Église commence. » Maxima et Mélanie n'en restent pas moins fidèles à leur belle dame et continuent à faire passer le message par une vie exemplaire marquée par la souffrance. Car ils eurent beaucoup à souffrir. Une célébrité involontaire les accable et quoi qu'ils fassent, ils sont épiés, jugés, critiqués. Sans l'apparition, ils seraient restés ignorés de tous et n'auraient pas été des déracinés menant une vie pour laquelle ils n'étaient pas faits. Maximin veut se faire missionnaire chez les sauvages. Mais les autorités religieuses ne l'encouragent pas dans cette voie. Il est cependant admis au petit séminaire de Grenoble en octobre 1850, où il se montre le plus étourdi des écoliers et sa piété est encore bien légère. L'année suivante, il entre dans un petit séminaire à quelques 60 km de Lyon. L'expérience n'est pas plus heureuse. On le confie alors à l'abbé Champon, curé de Cessin, près de Grenoble, qui devient son professeur particulier, mais sans trop de succès. L'abbé Champon s'était absenté une semaine. À son retour, des personnes charitables viennent l'avertir de prendre des précautions avec Maximin, qui s'était emparé de l'argent de la cure et avait fait la noce au grand scandale de tous. « Et quel jour était-ce » demande le curé de Cessin. « C'est mercredi matin que l'individu a été trouvé ivre-mort sur une place publique à Grenoble. »« Mercredi matin ? Mais c'est impossible. Maximin m'a accompagné à Lyon. Il ne m'a pas quitté durant ces 8 jours. M'a servi la messe tous les matins à Fourvière, où il communiait avec ferveur. Tout cela n'est que de la pure calomnie. Un jour, Maximin, accompagné d'un ami, prend son repas incognito à une table d'hôtes, et l'on vient à parler de la Salette et des bergers. On fait des éloges de Mélanie, mais quand on vient à Maximin, ce n'est que pour le traiter de paresseux, d'inconstant, de bon à rien. « Et vous, jeune homme » demande l'un des convives à Maximin, mais ignorant que ce fut lui, « qu'en pensez-vous » ? « Il peut bien y avoir du vrai dans ce que l'on raconte » répond Maximin sans s'offenser. La discussion s'anime de plus en plus. Les attaques sur le berger pleuvent sans cesse, mais Maximin ne témoigne aucune aigreur et tous, sauf l'ami présent, ignorèrent que ce jeune homme si bien était Maximin en personne. Pendant l'été 1854, Maximin passe quelques jours à Rome accompagné d'un grand ami de la Salette. Maximin rencontre plusieurs cardinaux et leur fait le récit de l'apparition, ainsi qu'au révérend père général des Capucins et au premier camérier du pape. Ce dernier réussit à le faire admettre en audience particulière et le présente au Saint-Père. Le pape le reçoit avec beaucoup de bonté et lui pose quelques petites questions sur le pèlerinage, mais ne lui parle ni de l'apparition ni du secret. Le Saint-Père ne devait pas avoir beaucoup de confiance en ma jeunesse, déclare naïvement Maximin à son retour. Une autre fois, on le conduit en pèlerinage au tombeau de saint François Régis à la Louvesque. Là se trouvent réunis 25 pères jésuites qui font leur retraite annuelle. On fait comparaître Maximin devant eux et on cherche à l'intimider. Maximin a contre lui des adversaires bien exercés à manier la parole, et c'est un feu roulant d'objections. L'on voit alors ce faible élève de 6e étonner ses auditeurs pendant 4 heures entières. Toutes ses réponses sont d'une force, d'une clarté, d'une justesse si étonnante que tous se retirent pris d'un saint respect pour l'apparition. Enfin, Maximin réussit son baccalauréat. Il a 20 ans. Il veut toujours devenir prêtre, mais il faut l'éloigner de Grenoble et on l'envoie à Dax, chez les jésuites dans les Landes. Sous la soutane, il reste un collégien franc, cordial, bon camarade, mais d'une incorrigible espièglerie.
Un jour, il annonce à tous les élèves qu'il y avait classe d'écriture sainte alors que ce n'était pas vrai. Tous les séminaristes se rendent en classe, mais pas de professeur. Maximin se fait réprimander. Monsieur, à 22 ans, on ne fait pas d'enfantillage. Voyez, vous n'êtes qu'un grand enfant. Vous avez aujourd'hui, pour vous récréer, mis la maison sans dessus-dessous. On le place à côté du père grondeur qui à chaque instant vient le morigéner. Mais les jésuites ne réussissent pas mieux que les autres. Au bout de 2 ans, il doit retourner dans l'Isère où des bienfaiteurs lui ont trouvé un poste de stagiaire chez le percepteur de la Tronche. Point. Il n'y reste que quelques semaines et part pour Paris. Sans connaissance, sans amis, sans argent, ce fut pour lui une période difficile. Il trouve enfin une place à l'hospice impérial du Vésinet, mais où on ne le garde pas. C'est alors qu'il fait la connaissance de braves gens, les époux Jourdain, qu'il adopte comme l'enfant de la famille. Son retour à l'hospice du Vésinet lui a donné l'envie de devenir médecin. Les Jourdain lui en fournissent le moyen et il suit les cours de la faculté. Les étudiants lui tendent des embûches. Il les évite toutes comme par miracle. Mais au bout de 3 ans, son regard de stabilité battu, il se lasse des études. Il est vrai qu'il a maintenant 29 ans. Les poches bien garnies par une bienfaitrice, la marquise de Pignerol, il part pour l'Italie. C'est à cette époque que Pie IX est menacé. Le cœur de Maximin s'en émeut. Il veut défendre le pape. Le 23 avril 1865, le voilà zouave pontifical. Il mène la vie de caserne, non celle de combat, mais garde un strict anonymat. C'est maintenant un homme mûr, avec de grosses moustaches noires et des yeux bien candides. Un peu lourd dans la conversation, il n'est pas dépourvu de bon sens et de jugement. Sa piété s'est affermie. Il aime s'adresser à sa belle dame, avec la simplicité confiante et candide de l'enfant parlant à sa mère. Il récite chaque jour son chapelet, ne se lasse pas de prier, et il porte toujours sur lui un médaillon contenant une parcelle de la pierre sur laquelle la belle dame, plus brillante que le soleil, était assise. Il se lie d'amitié avec Henri de Kerguenec, cœur généreux et sans bigoterie. Les soupçons de celui-ci furent éveillés par la piété de Maximin, et il fit alors un rapprochement entre son nom et celui du voyant de la Salette, et il finit par deviner la vérité. Maximin en fut fort vexé, mais Kerguenec fut généreux pour lui. J'imagine qu'il fouillera aussi souvent dans ma bourse que dans la sienne. Enfin, je le ferai pour l'amour de la bonne Vierge, et j'espère qu'elle m'en saura gré. Henri de Kerguenec devint jésuite par la suite et demeura toujours le meilleur ami de Maximin. Maximin ne resta zouave que quelques mois. On prétendit qu'il déserta pour échapper au conseil de guerre. On ne sut la vérité que beaucoup plus tard. Un sergent querellait Maximin qui, pour se défendre, eut un geste malheureux et involontaire. Il fit tomber la médaille de Castelfidardo, une sorte de légion d'honneur, que le sergent portait sur la poitrine. C'est à la suite de cette histoire que Maximin fut forcé de quitter les Zouaves. Il retourne alors à Corps et s'installe dans une maison que ses parents adoptifs, les Jourdain, avaient dans les environs. Il monte souvent à la Sainte Montagne. Alors commence une nouvelle aventure. Un chevalier d'industrie veut se servir de lui pour exploiter un commerce de liqueurs composé avec des plantes de la montagne de la Salette et auquel son propre nom servira de réclame. Maximin explique qu'il exerce ce métier pour gagner sa vie à la sueur de son front. Malheureusement, l'associé fait faillite et part secrètement avec tout le matériel, laissant Maximin plus pauvre que jamais et déshonoré aux yeux de beaucoup. En même temps, les Jourdain perdent leur fortune et leur maison près de Paris est pillée, puis brûlée par la guerre de 1870. La santé de Maximin commence à s'ébranler. Il rédige alors sa profession de foi
sur l'apparition de Notre-Dame de la Salette, dans laquelle il rappelle que, né pauvre, il est resté pauvre. Je serai riche à l'heure qu'il est, si j'avais eu la tâche complaisante de me démentir. En effet, beaucoup auraient payé fort cher un tel scandale. Mon témoignage a toujours été la cause de toutes mes vicissitudes. Que ne m'a-t-on laissé dans mes montagnes? Ma carrière moins agitée m'aurait procuré plus de joie, et le pain noir de mon village ne m'aurait pas manqué si souvent que la nourriture recherchée des grandes villes. Dans son testament, il déclare « Je crois fermement, même au prix de mon sang, à la célèbre apparition de la Salette, le 19 septembre 1846, apparition que j'ai défendue par parole, par écrit et souffrance. Après ma mort, que personne ne vienne assurer ou dire qu'il m'a entendu me démentir sur le grand événement de la Salette, car, mentant à l'univers, il se mentirait à soi-même. Dans ces sentiments, je donne mon cœur à Notre-Dame de la Salette. Il mourut très pieusement le 1er mars 1875. Il n'avait pas 40 ans. Il repose dans le cimetière de Corps et son cœur a été placé dans la basilique de la Salette près du maître-autel.